Aujourd'hui, en semaine 2, sortir du musée, aller en plein air. Tout le monde connaît ce projet de légende ou a marché dessus en 1985. euh, à Paris. Christo, Jeanne-Claude, ils ont longtemps travaillé sous le nom de Christo et on va voir que le rapport de l'un et l'autre est très important. Et, euh, et l'idée de sortir pourrait faire, c'est assez inattendu, je vais essayer de garder ça dans le coin de la tête, des comparaisons entre ce que Buren fait, l'intervention in situ, puisqu'il s'agit là d'emballer, de faire disparaître, et en le faisant disparaître, de révéler ce qui est en dessous. Ça ne peut pas se faire n'importe où, ça va dépendre du contexte. Mais il y a aussi beaucoup de différences entre les deux, même si les périodes sont similaires. Christo vient de mourir, Buren est toujours en vie, mais ça fait depuis Christo arrive en 58 à Paris et on va voir que ses débuts, c'est aussi ça qui m'intéresse, de la peinture qui fait penser à ce qu'on a vu beaucoup, du Buffet, ta pièce dont j'ai pas parlé, et je vais expliquer pourquoi j'en ai pas parlé. Là où je vais en venir, c'est qu'on pourrait dire simplement, avant le Land Art, avant l'intervention extérieure, Christo commence à faire des projets dès 64-68, enfin le premier 62, je vais le montrer, en extérieur, dans l'environnement urbain ou naturel. Et l'intervention va être très très grande, à une échelle qui est bien plus importante que celle de Buren, quelquefois des kilomètres entiers de rideaux tendus, toute une infrastructure, tout un monde ouvrier de fabriqueurs, de design, de choses qui sortent du domaine de l'art. Et c'est là où ils se séparent d'avec Buren. Le point commun entre les deux, c'est l'intervention sur site, c'est l'impact visuel. Et les deux choses que j'aimerais montrer en partant du début de la carrière de Christo, qui est peu connu, mais qui était exposé à Beaubourg cette année, avec une très bonne vidéo de Sophie Dufex, qui est la commissaire d'exposition en ligne sur le Centre Pompidou. Ils font en ce moment des visites guidées des expos, donc on peut suivre le type qui a pensé l'expo. Nous, avec la classe prépa à laquelle je participe public pour entrer aux Beaux-Arts quand on a 17 à 24 ans, on a eu une visite guidée avec Sophie Dufex, puisqu'on a un partenariat avec le Centre Pompidou, et c'est à Évry, et c'est public. Tout ça pour dire que le point commun, c'est celui de la vision, c'est l'intervention sur site entre Buren et Christo, et le point commun s'arrête là. Il y a chez Christo quelque chose de très lié à la peinture, de très lié à ce qu'on a sous les yeux ici, de faire des dessins, de faire des maquettes, et finalement, les dessins sont très très beaux, très classiques finalement. Et ils sont construits avec l'ensemble de ce qu'on a sous les yeux ici, c'est-à-dire des commentaires, des plans, une mise au carreau, des détails, des gravures, des photos. Finalement, ce qu'on a sous les yeux, c'est aussi un élément visuel très complexe, très élaboré, qui rassemble plein de choses. Et ce qui m'intéressait de montrer dans cette semaine, à part sortir du musée, on est avec Buren et Christo aujourd'hui, c'est que finalement, pour finir de retourner une idée toute faite, ce qu'on a sous les yeux est assez classique. J'ai essayé de le dire avec Buren hier, le travail des colonnes, le travail du noir, du blanc, le travail de la régularité, de la géométrie, tout ça est très très classique. C'est présenté comme contemporain parce que, et on va le voir dans certains des extraits de vidéos, Christo bataille, mais bataille avec des gens qui n'ont rien à faire de l'art contemporain, qui disent c'est quoi ce truc, on va abîmer mon pont, j'ai pas envie. Tout simplement parce que cette époque est en train de l'art dans la rue, des grandes structures, des grandes fêtes et aussi des grandes interventions publiques est en train de se créer en 64-81, avec en 80, en France notamment, que ce soit les fêtes de la musique ou que ce soit la relance des grandes commandes publiques des 1%, dont je parlerai plus tard. Mais on est en train de changer de logiciel sur la façon de percevoir l'espace public, comment le patrimoine peut être préservé, comment ce qui est autour de nous peut devenir intéressant. Et finalement, quand on regarde ce qu'on a sous les yeux là, c'est assez classique. C'était un pont, peinture, enfin dessin au crayon, d'ailleurs assez habile, on va en reparler puisque c'est fait sur photo, mais dans une structure très élaborée avec un document où tous les éléments comptent. Et là aussi, c'est très contemporain. S'il n'y avait que ce petit dessin, ce ne serait pas forcément intéressant. C'est un dessin qui parle d'un projet qui assemble plein d'éléments. Un tout petit rappel, c'est tout simplement parce qu'on va le voir passer. Dans ces années 50, ce qui marche très bien, ce qui est très puissamment présent, c'est du Buffet, avec toute l'art
variées de Dubuffet, que ce soit de relire justement l'histoire de l'art à l'aune de l'art brut. Et je le redis, et je le redirai beaucoup, l'art contemporain est très concerné par son histoire de l'art, par sa propre histoire de l'art. On peut presque penser qu'il est trop autoréférentiel. Par contre, il est vraiment différent de l'art moderne pour ça. Je le répète, il ne fait pas une table rase du passé, il s'appuie dessus. Christo quitte la Bulgarie et arrive à Paris dans ces années 58 et il va dans les galeries, il voit ça. Et puis il voit ce monsieur qui n'a pas cet âge-là, Anthony Tapies, qui est très, 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 très à la mode. L'art contemporain, c'est-à-dire un artiste vivant, on est en 1962, Tapies s'expose dans le monde entier. Il y en a partout. Et on a tous les critères de modernité et tout ce qui fait que je vais, si vous aimez ça, parce que c'est un travail de la matière qui est assez beau, hein, on peut en acheter encore, c'est des matières abstraites, des jeux de traces, des jeux de superposition, vous voyez, de griffures, de recouvrement, une litho. Je l'ai vu, celle-là est au MoMA, mais celle d'avant est dans la galerie Serroussi. Ça s'achète, hein, c'est pas une litho, c'est 1500 euros. C'est pour des artistes très très connus, ça reste raisonnable, c'est un multiple. Sur quelque chose qui joue avec la trace et la matérialité, ça peut se discuter. Par contre, si j'explique en un mot, et vous pouvez aimer ça, on peut ne pas être d'accord, c'est que c'est une recherche sur la matière, sur la beauté de la matière, quelque chose qui s'abîme, quelque chose qui moisit. Et en même temps, c'est une sorte de convention, de classicisme, on pourrait dire, du matiérisme. C'est-à-dire, ta pièce marche bien parce que ça fait moderne. C'est une sorte de. Il va être content que je le vaccine pour l'hiver. C'est la nouvelle expression. Comme l'art déco, c'est une sorte d'art moderne, géométrique pour la classe bourgeoise qui veut pas trop un truc dérangeant. Voilà, et c'est devenu avec le temps un grand signe d'élégance, mais en même temps de modernité. C'est pas du Louis XIV. La peinture de ta pièce correspond assez bien à ce travail d'aller vers l'abstrait, vers le moderne, mais pas trop non plus, parce que ça reste très beau, très esthétique. Il a fait des livres d'artistes, voilà ce dont il nous faudra parler aussi bientôt, c'est-à-dire une façon de faire circuler, faire sortir l'art de l'endroit où il se trouve. Alors on va se balader avec Christo, et dans des expos, les blogueurs font des très belles photos dans les expos, c'est une merveille, je les remercie. Christo arrive à Paris et le début, expliquait Sophie Dufex, de sa carrière est très peu connu. Il y a des œuvres qui sont exposées qui n'avaient jamais été montrées, tout simplement parce qu'il va peindre tout d'abord, comme jeune homme brillant qui vient des Beaux-Arts de Bulgarie, des portraits de femmes un peu riches. Voici Pressilda de Guillebon, qui s'avère être un très beau portrait d'ailleurs, très enlevé, qui n'a rien d'extraordinaire. Beaucoup de gens peignent de cette façon-là, mais c'est pas parce que c'est conventionnel qu'on ne peut pas dire que c'est intéressant. Un peu centré. Bon. Mais c'est la mère de Jeanne-Claude qui va le connaître de cette façon. Il va découvrir Jackson Pollock, on est en 59, dans des galeries. Tout ce système de peinture, d'éclaboussure le fascine. On est dans une grande période matiériste, comme le fait ta pièce, je vous le montrais, ce qui fait qu'on retrouve très tôt ce principe de tissu, de papier, qu'il va appliquer sur la surface, sur la toile la plupart du temps, qui va être laqué quelquefois, qui va être avec un coup de fer à repasser ou avec des éléments un peu gras que vous laissez sécher et durcir. Voilà, toutes les œuvres de jeunesse de Christo sont, on pourrait mettre, je ne sais pas si ça vous étonnerait, mais je verrais bien un lien avec Bacon, moi, avec quelque chose qui travaille à la fois sur la matière, sur une espèce de chose très figée et en même temps qui vibre visuellement parce qu'on ne sait pas trop regarder. Ça pourrait être un corps avec deux bras sur les côtés. C'est tout à fait central et ça joue de cette transformation. Il s'est déplacé, mais celui-ci est assez remarquable. C'est une surface d'empaquetage de la peinture, lac et sable sur tissu tendu par des cordeaux. On dirait un menu gastronomique. J'ai mis Sophie Dufex à côté dans la petite vidéo. Je l'ai capturé parce que vous voyez que la structure en bois qu'il a fabriquée fait qu'on est déjà en train de sortir de la deux dimensions de peinture
et que avec les petites pattes tendues ici, on pense au bœuf écorché de Rembrandt ou à celui de Soutine, qui fait que cette surface plate, ce morceau de papier, carton, sur lequel il a mis beaucoup, beaucoup de matière, est en train un peu de se déchaîner. Je ne ferai pas de relecture de l'histoire en disant c'est mieux que ta pièce. Les comparaisons, à un moment donné, ne sont pas raison. Il y a quelque chose d'une tension. On aperçoit le petit portrait derrière, on voit sa dimension. Il y a quelque chose d'une tension qui n'est pas dans la simple beauté de matière de ta pièce. Voilà, des surfaces d'empaquetage qui sont son travail régulier. Dans ces années 58, il cherche en fait, après avoir travaillé sur des coulures, et puis il va aussi travailler sur des cratères qui sont comme des sortes d'explosions, on en trouve encore dans des salons d'art amateurs, la découverte du jeu de la matière qui est assez un conformisme abstrait, si on peut dire ça comme ça, c'était assez vu. Par contre, ce qui est très passionnant, c'est pas la peinture en elle-même, c'est le fait que ces cratères-là sont faits avec des pots de peinture eux-mêmes, c'est-à-dire des boîtes qu'il a ouvertes, qu'il a décapitées et qui lui ont permis de fabriquer cette espèce d'œil attentif en plein milieu. Tout à fait spectaculaire, pas très grand, mais bien dans l'esprit de Dubuffet, des paysages vineux, de la recherche d'une abstraction et en même temps quelque chose d'un peu organique. Tout à fait. Alors c'est la pression ou la tension qu'on va voir. Il faut que je pense à le redire, je ne l'ai pas dit avec Buren hier. Quand l'art est abstrait, quand il change de dimension, quand il joue la répétition du rythme avec ne serait-ce qu'une éponge ou une patate que vous il y a le danger de la décoration. C'est-à-dire que quelque chose devienne, puisqu'il n'y a plus d'éléments à reconnaître, plus d'habileté de dessin à valider, ou plus, pas forcément, ça arrive, de messages politiques qui fait qu'il y aurait une espèce de tension à l'intérieur de l'œuvre, ça peut devenir décoratif, c'est-à-dire quelque chose qui soit agréable à l'œil et qui vienne dans l'espace autour jouer avec le spectateur d'une façon assez gratuite, on va dire. C'est ça le danger du décoratif. Les pots qui intéressent Christo, il travaille dans une petite chambre de bonne, et puis au bout d'un moment, il va avoir un atelier à Gentilly qui va nous amener non plus des boîtes de conserve, mais des barils. Vous voyez, il a l'idée d'empacter les éléments et de se servir d'un deuxième pot comme un socle pour jouer. Dans l'esprit, il va être rattaché à un moment donné au nouveau réaliste avant de partir vers les États-Unis. Nouveau réaliste, c'est César, les compressions, et Pierre Restani qui les regroupe. Là, on a quelque chose qui est une sorte d'assemblage qui joue avec la matière, on retrouve un petit peu de ça, qui joue avec la différence de couleur, avec une espèce de... Si vous n'avez pas emballé, c'est le moment d'essayer chez vous. En fait, pour qu'on voit bien les pliures du tissu, il faut les salir un petit peu pour qu'elles ressortent. Et en même temps, il faut qu'elles soient ligotées suffisamment pour qu'elles soient visibles, mais que le ligotage lui-même fabrique comme une espèce de dessin. C'est-à-dire que si vous regardez bien, c'est pas ligoté comme votre mamie ligoterait votre gourde avant de partir goûter. C'est fait d'une façon qui joue avec la forme, tout en bas, au milieu, tourné, repris par-dessus. Ça joue avec le pliage. On a, si on s'amusait à faire des grands résumés, quand on sera en bonus, l'idée d'emballer des choses est venue à Man Ray, qui a fait des objets masqués dans l'esprit du surréalisme. On n'est pas tout à fait là-dedans parce qu'il ne s'agit pas forcément de deviner ce qu'il y a en dessous. Par contre, quand on le devine ou quand Christo va laisser apparaître des choses, on va se rendre compte que ça parle de quelque chose et qu'il ne s'agit pas juste d'emballer. Là, le petit reproche sur l'installation, c'est que les mettre tous côte à côte finit par en faire une sorte de présentoir, presque de boîte comme Warhol, ce qui n'est pas du tout l'esprit de ce que fait Christo ou de ce que j'en comprends. Gentilly, nouvel atelier, grand baril, avec lequel il y a un atelier de baril juste à côté de son atelier, donc il va pouvoir récupérer des barils pour pouvoir travailler avec cette notion de socle, ce jeu avec la récupération et la transformation par le masque. À partir de 59, on appelle ça les objets emballés. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a des choses qui sont assez simples. Il s'agit d'emballer des formes, mais vous voyez que collé sur un cadre, ligoté, avec cette espèce de tissu qui a un renflement, qui on dirait presque un poulet, on dirait une sorte de forme animale, crée quelque chose qui n'est pas le même résultat que ce jerrycan vraisemblablement emballé.
D'où cela vient, le choix du tissu, le choix des replis, le choix des éléments que fabriquent les plis à l'intérieur qui jouent pas au même rythme que les ficelles qui, vous voyez, tournent, se retournent, c'est quand même assez complexe, se nouent ou ne se nouent pas. C'est un jeu graphique qui fait que, bien que répétitif, il y a, alors ça aussi, en les exposant côte à côte comme ça finit par lasser un peu, c'est comme ça qu'on reconnaît le jerrycan. Il ne s'agit pas encore, je pense, de les reconnaître, c'est juste après, mais il s'agit de voir que ce travail d'emballer est une façon de jouer avec l'objet, de jouer avec ce qui est autour de nous et de le prendre tel que, ni plus ni moins, et en l'emballant, de lui donner une espèce de nouvelle vie. De vie qui a l'air de sortir de l'espace, et il y a quelque chose que le temps a fabriqué qui n'était pas dans l'intention de Christo et qui est merveilleux, c'est le pourrissement du plastique. Le plastique a été une matière qui est très belle, qui vieillit très mal et qui donne une espèce de malaise qui n'était pas prévu, il me semble, même si le fil du téléphone déborde du combiné et vient redoubler le fil qui emballe. On a l'impression que l'objet veut quelquefois sortir, là il le fait. On a quelquefois l'impression que l'objet est en train d'exploser, presque par ces renflements du ligotage. On a l'impression quelquefois que l'objet est arrêté et son volume ne consiste pas, la force de cet objet, ça ne consiste pas seulement à essayer de deviner ce qu'il y aurait derrière, c'est que la façon de le présenter, le rythme de l'emballage va compter sur ce qu'on voit autour de nous. Alors, la deuxième chose qui fait une série, c'est que qui met de côté dans 59-61 ces objets emballés, c'est qu'il va laisser quelquefois apparaître des choses qui débordent. Et là, on a un objet qui pourrait être, je disais, comment regarder un artiste et puis voir si c'est ennuyeux. On en regarde plein, et puis si c'est varié, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ça tombe bien, puisqu'il s'agit d'interpeller le public et de le faire s'interroger sur ce qu'il a devant lui. Nouveauté du contemporain, relire l'histoire de l'art et créer des situations. Situationniste nous avait bien averti de la chose, et c'est le mouvement important pour expliquer ce contemporain. Voilà, quelque chose qui est emballé très consciencieusement, et quelque chose qui est ouvert, qui fait qu'on ne sait pas si c'est mal emballé ou on ne sait pas si ça veut révéler ce qui serait autour de nous. Et quand c'est très bien emballé, ça crée quand même une espèce de mystère. Là aussi, on pourrait parler de surréalisme en un sens, et en un sens, ce n'est pas l'idée non plus. Il y a quelque chose de... Quand on emballe un objet pour le transporter, on ne suit pas ses formes, on ne suit pas ses contours, on cherche à l'épargner. Quand on ligote quelqu'un pour le jeter à la Seine, je sais pas, ça n'arrive pas très souvent, mais on a peut-être envie qu'on ne reconnaisse pas tout de suite que ce n'est pas un tronc d'arbre. Là, il y a quelque chose de l'ordre du dessin et de la sculpture dans le fait de suivre les formes et les accompagner. Et ces objets, qui sont des rebuts ou qui sont de futurs rebuts, prennent une espèce de dramaturgie par le fait d'être mal emballés, déballés. Tout ça dans le travail de jeunesse qu'on connaît finalement peu. Et puis à l'intérieur de ça, quand on emballe plusieurs choses, ça donne une espèce d'ambiance très curieuse, de vide, qui donne comme un futur départ dans une maison de campagne, et en même temps comme quelque chose qui est une sorte de design, pas de fantôme, mais de quelque chose d'absent qui serait à la fois très fortement devant nous et à la fois pas tout à fait accessible. Emballer, c'est ça. Il y a devant nous quelque chose, on a envie de le déballer. Le Pont Neuf, il n'est pas beau. Quand il est emballé, on ne le voit plus, on a envie de le voir, et ça donne trop envie, et quand on le revoit, il n'est pas beau. Alors vous allez me dire, ouais, vous exagérez, il est très beau. C'est vrai, il est très beau. Mais il est très beau parce qu'on le regarde encore plus après qu'il ait été emballé. Sinon, on ne le regarde plus beaucoup. Christo et Jeanne-Claude se rencontrent dans ces séances de pause, se marient, et Jeanne-Claude, on va le voir un peu plus tard, est fille d'un important homme politique français qui a été compagnon de Gaulle, et ça va aider à ce que petit à petit, des projets dans l'espace public se fabriquent, même s'ils vont aller vivre en 64 à New York. Et donc ne plus faire partie, Pierre Restany avait fabriqué ce groupe des nouveaux réalistes, il a associé dedans, plus en faire partie spécialement. Les étiquettes, vous savez, on commence à s'en passer. On va avoir du mal de plus en plus à en mettre
pour associer un mouvement à un artiste, ou même à l'intérieur du travail de l'artiste pour le rattacher à quelque chose. Ce surréalisme tardif nous a déjà donné un bon indice. Là, ce torse empaqueté, c'est quelque chose qui a l'air d'être à la fois une sorte de relecture d'une sculpture grecque ancienne. Voilà, pas de bras, pas de tête, pas de jambes, on l'a déjà vu. Rendez-vous compte qu'il y a une espèce de violence d'ailleurs dans ces antiquités. En même temps, on y est tellement habitué qu'il y a une espèce d'élégance. Ce qui donne cette espèce de violence curieuse, c'est aussi que le torse dont les membres manquent est emballé avec des vêtements. C'est-à-dire qu'il est ligoté, mais qu'il a gardé ses vêtements, comme une espèce de vie. Il y a certains objets que j'ai choisi de mettre un peu après, qui, dans la façon dont ils sont emballés, on n'emballe pas tout, on emballe un morceau, ça crée une espèce de narration qui est tout à fait curieuse. Et même chose avec ce jeu de plastique où on découvre à peine que Brigitte Bardot est en dessous, enfin on voit une guibole tout à fait identifiable, qui fait que si vous regardez ce jeu de petits ligaments dessus, il y a 2 couleurs de ficelle et que ce n'est pas du tout anodin. Il y a tout un jeu de faire disparaître et apparaître quelque chose qui est derrière. Il ne s'agit pas, pour Christo, quand il va réaliser ce qui est derrière moi en vrai, il ne s'agit pas seulement d'art éphémère, il ne s'agit pas de in situ, il s'agit aussi continuellement d'interroger ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Et en même temps, et c'est là où il se sépare vraiment de Buren, interroger les moyens de l'art, les moyens qui permettent en amont les plans, l'organisation, l'argent, les financements et la documentation de l'ensemble, c'est-à-dire photos, films, etc. Voilà le portrait de Jeanne-Claude, justement, mais parti derrière un petit masque de polyéthylène. Je ne voudrais pas être ceux qui auront à restaurer ce genre de matière plastique dans quelques années. Une dernière chose à Paris, des façons sans autorisation d'emballer des sculptures, c'est-à-dire de les masquer à un temps donné. Dernière chose qu'il fait vraiment à Paris, c'est quelque chose qu'il fait connaître. En 62, nous sommes rue Visconti, en 61, pardon. Non, en 62. 27 juin 62. Et 204 tonneaux métalliques barrent la rue Visconti. Clin d'œil politique, ce ne sera pas toujours le cas au mur de Berlin qui vient de se créer l'année précédente. C'est-à-dire d'un seul coup, ne plus rendre accessible l'ensemble. Et la petite maquette que j'ai passée montre à quel point cette idée-là, parce qu'il avait fait ces petites simulations avec un petit élément devant, comment cette idée-là lui était venue déjà bien avant, marqué qu'il était bulgare par cette séparation du mur de Berlin. Et avec ce que disait Sophie Dufex sur cette idée d'emballer, ce statut d'un homme qui vient d'un pays extérieur, migrant, qui peut se faire envoyer, renvoyer n'importe où, et dont il faut continuellement avoir des marchandises emballées à pouvoir emporter. Il fabrique avec ces petites boîtes, je ne l'ai pas montré, mais il emballe ces boîtes de conserve, on va les appeler comme ça, et il fabrique des étagères dans lesquelles il range ces boîtes elles-mêmes, c'est-à-dire une espèce de jeu de transport possible. Voilà. Les tonneaux barrent la route, les voisins sont mécontents, on intervient pour la première fois dans l'espace public à une grande échelle, à une taille, vous avez vu la taille que fait un humain, qui vient d'un seul coup transformer le paysage qui est autour de nous. Nous voici avec tous les éléments, et Jeanne-Claude et Christo, amoureux, partent vivre à New York. Et les premiers, une petite dernière parce que j'ai trouvé ça merveilleux, ce sont des devantures. Vous savez que les vitrines en vrai, c'est quand même un jeu du regard qui n'est pas négligeable. Ces photos viennent de Beaubourg aussi. Une vitrine, c'est fait pour regarder. C'est aussi fait d'ailleurs quand on est au bistrot pour être regardé, quand on regarde dehors. Et par moment, quand on fait les vitrines, on a un temps où on masque cette vitrine. Voilà, ce qui devait permettre de voir et masquer, ce qui devait révéler et dissimuler. Et ça va beaucoup plaire à Christo qui va en fabriquer en vrai, mais qui va aussi en fabriquer des projets. Et on a déjà ce lien entre le plan, le schéma, le dessin et la réalisation que vous voyez ici. C'est tout à fait merveilleux, cette salle qui est dans laquelle tout le monde passait. La vitrine en vrai, les dessins sur toile épaisse, avec à l'intérieur des éléments de peinture que vous avez vus là. Oui, on a un graphiste, une sorte de mise en perspective avec des dessins pour lesquels Christo a une grande virtuosité, mise en éléments. C'est un peu faux de perspective, on ne va pas chipoter, hein, on ne saurait pas le faire.
et avec des éléments de collage, gris, relief de peinture ou papier. Finalement, on a une image ici qui est quand même assez complexe, assez élaborée. J'ose pas dire que ça me ferait penser à Robert Rauschenberg, on pourrait penser que je veux absolument placer son nom. Mais cette idée de vitrine, de surface, de caché, dissimulé et de rebut est quand même un peu dans l'air du temps avec Bob. Ce qui va être important, c'est que pour répondre à la question que vous allez me poser, c'est que ces grands projets dont on va voir la dimension invraisemblablement puissante, c'est le plus spectaculaire des artistes sur ce sujet, il va la plupart du temps les financer lui-même en investissant de l'argent et en récupérant cet argent par la vente des dessins, des projets, a priori et a posteriori. C'est pour ça que voilà, une vraie installation devanture également de 64 où on a un élément qui est sculptural et qui joue de qu'est-ce que regarder, qu'est-ce que ne pas regarder. D'ailleurs, j'ai commencé un petit point de rapprochement en réunissant Buren pour finir avec cette idée que le contemporain, c'est toujours quelque chose de nouveau, de rebutant. Vous allez voir et admirer les dessins de Christo qui sont non seulement d'une facture très classique, c'est-à-dire la façon de travailler très habituelle, crayon, gomme, valeur, effet de modeler, passage au doigt. Mais en plus, vous vous doutez que le drapé est un des sujets qui occupe l'histoire de la peinture depuis très très longtemps. Alors le premier travail qu'il va faire en vrai, c'est en 68-69 sur une côte australienne, invité par cette fondation qui s'appelle Calder Public Art Project, qui sur une île veut faire intervenir et fera intervenir d'autres artistes. On va voir, ils sont en train de tester, puisque c'est l'autre élément qui fait partie de ma démonstration du jour. C'est plutôt classique finalement comme intervention. C'est en extérieur, on sort du musée, mais ça suppose une infrastructure et une pensée technique invraisemblablement élaborée. Et ici, plutôt avec une fondation. Christo. No artist so fully exploits the aesthetic and conceptual possibilities of packaging as this controversial sculptor, who has packaged all kinds of things from tin cans to entire buildings. Using ordinary fabric and cord, he has wrapped tables and chairs, bicycles, motorcycles, automobiles, trees. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il est en train de raconter tout ce que j'ai raconté avant. Et si vous ne comprenez pas l'anglais après ma prise de parole, ben vous allez les voir en train de tester le tissu pour voir s'il résiste, parce que vous comprenez bien qu'il y a du vent et pas qu'un peu. In the process, he has transformed familiar everyday objects into ambiguous and sometimes mysterious presences. In 1969, at the age of 34, Christo traveled to Australia to realize his most extensive outdoor wrapping to date, a package of colossal proportions, 1.5 miles long. Christo had decided to wrap part of a continental coastline. He had to investigate what type of material would be best suited for the project. Long before he went to Australia, he considered several types of wrappings, including canvas, jute, and aluminum sheeting. Eventually, he chose a loosely woven synthetic fabric, which is lightweight, extremely strong, and relatively impervious to salt spray and water. The fabric was woven in Australia on special looms that were capable of producing the material in widths of 12 feet. After the looming, 3 to 6 bolts of the fabric were then sewn together to produce immense panels of the material, panels that measure. Qu'est-ce qu'on était en train de regarder? Eh bien, tout simplement, l'espèce de démesure technique que suppose le rendu d'un projet de ce type-là. Une démesure de surface, une démesure de taille, parce qu'il ne s'agit pas seulement de trouver le matériau qui va supporter le vent, qui va supporter la pression, mais il faut, vous le voyez aussi, emballer avec des fils, trouver des points d'appui, trouver des structures, et le génie de Christo va être de savoir s'entourer d'adjoints. Il y a une petite anecdote qui est amusante, c'est que quand il était en Bulgarie, encore aux Beaux-Arts, il y avait, dans cette époque communiste, la demande aux étudiants de Beaux-Arts de disposer des moissonneuses-batteuses ou des instruments agricoles spectaculairement beaux le long des voies ferrées pour impressionner les touristes qui passeraient. Et donc, Christo avait eu cette mission notamment de
fabriquer quelque chose qui serait spectaculaire visuellement. Ce premier projet de 69, oui, tissu anti-corrosion, 93 km². Ce n'est pas du tout un petit projet. Si on change de projet et qu'on regarde de quelle façon il intervient, on a à chaque fois un site qu'il découvre, une maquette, tout est très élaboré, tout est très lourd en fait à fabriquer pour convaincre le public d'accepter l'ensemble. Et je vous le disais, une fabrication de merveilleux dessins. Et on a le rideau rouge qu'on va voir ici, le tissu est agrafé, les structures pour le tenir sont assez précisément dessinées. On a quelque chose, c'est presque un amusant clin d'œil à faire. Les éléments techniques pourraient faire plaisir à Duchamp, finalement, des éléments sortis de leur contexte scientifique, une répartition de l'ensemble. Mais si vous regardez bien l'ensemble du dessin, c'est très habile graphiquement, tout simplement parce que tout l'ensemble est sur un papier un peu beige, avec un dessin en noir pas très fort, c'est graphique, assez énervé, exprès pas bien fait, qui pourrait dans ces morceaux-là faire penser au travail de matiériste comme Tapiès, avec une découpe physique qui permet que ressortent les éléments du paysage devant ce rideau qui est la seule couleur de l'ensemble. En fait, il y a à chaque fois dans la façon de construire ces documents quelque chose qui est pensé pour être beau, pour être vendu et assez flatteur dans l'ensemble. C'est-à-dire, si on prend un peu de recul tout bête, vous voyez, souvent ce sont des vrais morceaux de tissu qui sont collés sur lesquels Christo va ajouter, on va le voir dans le film, des petits éléments de graphisme pour qu'on ait l'impression d'un pli, mais tout ceci est collé sur une photo. On a un dessin très classique, très habituel finalement. On a des perspectives qui sont très belles, on est vu du dessus, parce qu'il faut que vous réalisiez que ce Valley Curtain qu'on va voir à l'instant, c'est le déploiement en 1971-72 d'un rideau. Là, ce sont des humains. Vous allez les voir en vidéo dans 2 secondes. 185 000 mètres carrés. On est dans le Colorado. Donc, il s'agit dans les dessins de rendre compte de l'échelle, mais pas seulement. Il s'agit en mélangeant des éléments techniques et l'art de Earthwork où le land art va beaucoup s'intéresser aux cartes et aux directives sur la façon dont on peut se repérer, où l'action éphémère va avoir lieu. Tout un tas d'éléments techniques qui normalement ne font pas partie d'un dessin. Et on a devant nous une image qui est finalement très complexe, photo sur laquelle on a dessiné, mesure, coordonnées avec consignes. Ici, c'est presque le plus pictural des dessins. Le plus, si vous regardez bien, avec des jeux de grabouillis tournants, et puis avec des endroits où, à la craie un peu plus grasse comptée, il est revenu pour faire des foncés qui mettent en valeur la clarté du rythme général, avec un point de vue très étonnant, hein, un point de vue un peu d'avion, qui permet de mélanger tout un univers visuel très complexe. On a presque coché toutes les cases, on a de la photo, du métrage, de la peinture sur photo, du crayon sur du tissu, du collage par-dessus, et assez souvent, je veux en revenir à ça, le quadrillage par-dessus. Même s'il n'en a pas besoin, le quadrillage est une sorte de trame qui donne un aspect technique au dessin et qui lui donne aussi sa valeur de document. Ce qu'il y a de nouveau dans ce que fait Christo, ce n'est pas seulement cette espèce de folie démesurée de fabriquer un rideau au milieu de nulle part pendant un temps éphémère, de trouver les moyens qui vont autour, c'est aussi de fabriquer un univers de documents qui font que ce n'est pas seulement un événement éphémère joli. Si le film dont je vais reparler, puisqu'il a eu une nomination aux Oscars sur ce projet qui est invraisemblable. Le retrouver sur YouTube. Un petit bout tout de suite pour qu'on voit l'échelle. Pareil. Rien. Rien, parce que ce côté est très sombre. It's a very different feeling. People always ask me why I do these projects.
You know, generally, the artist is the supreme master in his studio. He decided how large must be the canvas, how much color must put there and there. Il vient de dire, j'aurais pas dit mieux, ce que j'aime, c'est sortir de l'atelier. For me, the excitement, and really the excitement begins when I leave the studio. I start working on large project with all the engineers and construction workers. Of course, I make some drawings and sketches, but I consider them preparation works for the project I will do. But you know, the real life experience, engineering problems, dealing with construction workers, the blueprints, the permission from governments, the highway department, all these things give me what I can never imagine. Il vient de dire qu'il ne se rend jamais compte à quel point tout ceci est une organisation redoutable et les projets sont en nombre d'années. Un des points d'orgue, celui de Paris, c'est pas par franchouillardise qui m'intéresse, c'est qu'il va mettre 10 ans et il est une façon de lancer internationalement son travail, de le faire connaître. Voilà. L'ensemble des éléments consiste à tendre un drap, un tissu, dans cette vallée du Colorado, pendant un temps éphémère, pas très loin de l'autoroute, pour transformer totalement le paysage, pour attirer l'attention dessus. C'est là où le point commun avec Buren, c'est ce jeu de cacher quelque chose, de révéler, et avec, vous le voyez, le orange, qui n'est pas une couleur dans ce coin-là très répandue, et on a vu dans les esquisses qu'il y avait eu une hypothèse d'un rideau blanc. On l'a vu sur l'île australienne, et on va le revoir sur Running Fence juste après. Il s'agit sans doute de réfléchir à l'impact visuel le plus fort, la dimension à laquelle il faut travailler, pour être sûr, après on va éditer des petites cartes postales souvenirs, pour être sûr qu'il y a un impact visuel assez fort. Et c'est là où la dimension n'est plus du tout ni celle du futur land art, qui est plutôt dans un rapport écologique à ce qui se passe autour de lui. Là, ils font attention à la dimension écologique, elle fait partie du projet, mais elle est dans le fait de créer un accident visuel très puissant. Et le orange y participe énormément. Ce qui m'intéressait de vous montrer en me passionnant pour ces dessins, c'est que finalement, la différence avec un artiste moderne ou avec un artiste plus traditionnel, puisque Catherine Millet s'était amusée à créer la distinction et à y réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'on est face à un artiste contemporain? C'est tout simplement que tous les éléments de documentation autour, et ici il s'agit du film, il s'agit d'expositions qui vont continuer à faire l'ensemble, d'engager des photographes, d'engager des cinéastes qui vont l'aider à documenter. Alors, le terme est important, c'est-à-dire les photos qui vont être faites ne sont pas des œuvres d'art, elles sont les documents de l'œuvre d'art qui était éphémère. S'il n'y a pas de traces, on ne peut que en parler et on peut choisir de faire des œuvres totalement éphémères. Les dadaïstes ne s'en sont pas privés. Et s'il s'agit de jouer avec cet éphémère, avec le souvenir qu'ils fabriquent, on peut tout à fait s'appuyer sur tous ces éléments qui ne sont pas pris cinéma, enfin vidéo et photo, dessin, plan, maquette, comme l'œuvre d'art elle-même, mais comme tout autour de l'œuvre, comme une espèce de biotope, si je peux dire ça, d'infrastructures autour qui font partie de l'œuvre. Ça, c'est tout à fait contemporain. Je vous montre juste un extrait rapide de cette vallée Curtain, parce que ce film a eu je vous dis, il n'a pas eu le prix, il a été nommé aux Oscars, et le passage en question, c'est le moment où le rideau a tendance à vouloir à la fois ne pas descendre et s'envoler, et ça sent un peu les ennuis. Le Jeanne-Claude Descristeaux reste assez serein, et Jeanne-Claude particulièrement. He's got him going on it, Crystal. Yeah, but they're... How long will it take when the cocoon comes off? We don't know. We're interested in that too. It should be a very fast operation. Move that bond down so we can get a direct pull on it. Put more people on it. Don't cut in the fabric. Un petit morceau important, vous voyez, il colle vraiment du tissu qu'il repasse sous une feuille de papier et sur lequel il va dessiner. Et puis après, on revient sur notre petite tragédie.
Mitko, on our schedule in 1970, we tell how is important the timing of that operation. Now, they take about around 4.5 hours to do 50 U-balls. Let Dennis get in his belt and get over the side and take a half turn. Let the man touch. Stay with us. We need your advice here. You don't need my advice. I haven't Yes. said too much, but we're going to No, get that curtain down. stay down here with us. Let's get it down with us. We should have done this 2 hours ago. That's true. I entirely agree. And I thought that the iron workers didn't want to go. No, they wanted to. 2 hours ago. Don't get excited. You scare me. You want to sit down and have lunch? Is that what you said? You have to do something, not just wait down here, talk about lunch, and not do anything. We're going to have no lunch. Today, no I think lunch. I have the right to ask for that. We don't want to fly off the handle with a crackpot decision either. We want to make sure we're right because there's men's But lives at whatever stake. decision you take in 2 hours, it is too late. But right now, there is no danger, and what are they doing? With the man cutting, and he can be there in Why an don't hour. put the pole? I don't know. I don't Before know the to wind use the starts, pole. he Why can don't be use that safe at pole? home. And now you're endangering those two. If a 35 mile an hour wind comes, these two. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça peut se déchirer. Toute la fabrication réduite à pas grand-chose, à un temps donné. Toute cette ingénierie, tout ce temps éphémère, il peut s'en aller. Et voilà pourquoi, dans ce projet suivant, Running Fence, qui était une très très belle œuvre acier-nylon en Californie, voilà, des dessins merveilleux qui jouent. Ils me font penser aux merveilleux dessins assez peu connus de Peter Greenaway, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est du vrai tissu en fait qui s'amuse à plisser avec de la colle et avec un petit peu de, avec un petit fer à repasser. Et comme sur les boîtes qui étaient emballées, en fonçant un petit peu, le pli va ressortir davantage. On a tout un élément redoutablement important de technique, de savoir-faire technique, dont on va avoir besoin pour fabriquer tout ça. Un tout petit extrait d'un autre film où on voit les gens de Californie qui sont pas trop chauds d'accord avec le fait qu'il y ait un Gugus qui vienne leur mettre un rideau en plein milieu de nulle part. All a bunch of garbage. Wait a minute, what's about That's what about- art? Some lousy curtain coming through here with a bunch of city slickers cherries looking on at it? it. What the hell with it? I'm against it. I think it's stupid. This guy's spending $2 million, $2.5 million in a Kanye Sonoma, and he's not thinking anything out. He's put money in here. That don't mean, what kind of art is that? What art is that? Hanging a piece of rag up for 50 miles. I can hang a rag up. I bet he can't even paint a picture. He's an idiot. Vous avez à peu près une idée de l'accueil. Si ça fait partie de l'œuvre, il va falloir le gérer aussi. Toute une structure technique, toute une structure de piliers qu'il faut planter pour cette merveille d'un rideau séparé, mais finalement, une région, il faut contourner des routes, il faut contourner des champs, des maisons, mais toute une région qui est plutôt soumise au chômage et finalement tout un événement qui fabrique de l'emploi et puis tout un événement qui fabrique du tourisme, de gens qui viennent voir et qui viennent découvrir cette espèce de folie éphémère entre des années 70. Voilà, finalement, la force de persuasion de Jeanne-Claude et de Christo, elle est aussi politique, c'est-à-dire elle est dans le fait de convaincre tout un, et avec son propre argent, c'est ça qui est invraisemblable, tout un système temporaire de décision, d'espace public pour finalement la gratuité de l'œuvre d'art. C'est là aussi où c'est très fort, c'est qu'il n'y a pas de démonstration politique ici, il s'agit de prendre des bateaux, de trouver des systèmes techniques nouveaux pour pouvoir, ici en 80 à Miami, avec du polypropylène rose, entourer des îles. Je trouve que l'effet visuel rose est très puissant, mais qu'il n'a pas la force un peu graphique de ce qu'on vient de voir juste avant. Après, justement, il faudrait le voir en vrai, mais cet élément graphique est tellement important dans le travail de Christo que c'est assez pertinent à examiner. Si on en vient et on en finit avec ce projet, il faut absolument que je vous montre, si vous avez été en France dans les années 80, un extrait de la construction de ce pont neuf, c'est-à-dire ces merveilleux projets sont avant tout des dessins dont je vous ai dit la qualité, le fait que les éléments d'écriture même s'intègrent dans, regardez bien, c'est une photo en fait, qu'il maquille avec du pastel, avec du crayon. Il y a une grande habileté à faire ça, un grand jeu de gomme avec des fils qu'il remet par-dessus, donc ça fait un élément vous voyez, de hachure, un peu gommé, du tissu, sur une photo,
du pastel par-dessus, des ficelles encore plus, à côté une vraie photo qui n'est pas recouverte, à côté une gravure, des commentaires historiques, tout est un élément visuel qui permet la vente, puisque tout est gratuit, la vente quelquefois en millions de ces dessins. Et ce qu'on voyait dans l'exposition, on le devine ici, des maquettes à une taille invraisemblable. On voit tous les dessins qui sont tout autour ici, dont je vais m'approcher. Maquettes pour convaincre tout le monde. Incroyablement précis. Et surtout, et c'est là où ça devient tout à fait passionnant, et c'est pas le plus passionnant à l'expo, mais intellectuellement c'est le plus passionnant, des outils techniques, du travail pour un artiste avec des ingénieurs techniques, avec d'autres métiers que le sien, un choix de la couleur pour qu'il puisse briller avec la lumière de Paris, un choix de sangle pour que ça soit résistant, un choix de cordes pour que le rythme de dessin soit en bonne complémentarité avec ce petit ton un peu d'or. Mais le plus fort encore, c'est un choix de ne pas abîmer le Pont-Neuf, et donc tout un système de protection, tout un système de dessin. Vous voyez, il va faire fabriquer par des artisans des morceaux en bois, en métal, pour que les éléments de structure viennent autour, à la fois ne pas abîmer le pont, et à la fois, astuce très difficile à organiser, faire un dessin comme lui en a le dessin, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire des éléments porteurs autour, toute une infrastructure très très complexe. Alors, si on revient à notre question centrale, c'est pas de l'art, c'est de la technique, mais si c'est beau, si c'est visuel, on mettra dans le même endroit Léonard de Vinci et Christo. Après tout, ils parlent du début, l'idée, la structure, la réalisation. Léonard n'aurait pas eu l'idée de faire des t-shirts pour les techniciens, pour que tout le public soit au courant de la force éphémère de cette réalisation. Et le public voit peu, c'était beaucoup vendu à grand prix, la beauté de ces dessins. Ici, plutôt crayon de couleur et pastel de couleur. Donc, on a quelque chose dans une gamme un peu gris-beige sur lequel les petits rehaut de beige valorisent le gris et les petits rehaut d'orangé valorisent le vaguement vert des arbres. On a des dessins qui sont très très beaux, mais comme je vous le raconte, sont toujours quadrillés, toujours notifiés et toujours en vis-à-vis avec un élément technique. Il s'agit de documents, il s'agit de fabriquer peut-être de faux documents qui plus tard peuvent servir en continuant à être vendus à financer la réalisation. Et à chaque fois, si on regarde l'image en elle-même, on est face à un très bon illustrateur, si je peux me permettre, c'est pas réducteur, hein, l'illustrateur c'est pas rien. Un très bon illustrateur qui va, dans le point de vue qu'il l'utilise ici, on voit moins le pont emballé que quand il est ici du point de vue de l'eau. On le voit moins de cette façon-là, mais on voit par la torsion de l'image dans laquelle on est, on voit mieux la tension des fils sur le tissu. Et ici, il me faut vous montrer cette merveille de 1990, une petite merveille, tout simplement parce que Jeanne-Claude, ça c'est un film postérieur, c'est le film qui montre comment tout ce projet a pu se bâtir et comment Christo et Jeanne-Claude ont dû affronter les demandes politiques, puisque, attention, accrochez-vous bien, nous avons face à face le maire de Paris, Jacques Chirac, et le président de la République, François Mitterrand. Ça va donner des étincelles. Walking without kissing. Complex project. I was thinking that I should do work of art who is deeply involved to art and culture, because the city of Paris is not a religious city, is not a military city, is not a financial center. Voilà, il est en train d'expliquer que intervenir dans Paris, dans un lieu d'histoire, c'est pour un artiste, j'ai parlé du classicisme des dessins, une façon de jouer avec une histoire. A city of art and culture. But really now, the question is we will get the permission. That is the big problem. And of course, it's so devious and so complicated. Et moi, je suis très sectaire sur tout ce qui est mon vieux Paris. Alors, quand on parle d'y toucher, quand on parle de me le... Ah non, mais attention, je suis absolument absolument touché ni pour l'enlever
C'est pour le faire voir. Le faire voir. Non, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'objet sera transformé pour quelques jours, qui viendra en œuvre d'art, et après on va le retourner dans la même condition qu'il était. Mais au lieu d'être en peinture sur le mur, par exemple, si vous regardez le vieux tableau de Derain qui a fait le Pont Neuf, vous marquez, le Pont Neuf est tout à fait transformé dans les couleurs de bleu-violet qui ne sont pas le vrai Pont Neuf. C'est-à-dire, lui, il a interprété le Lyon de cette façon. Comme il est, moi, j'aime ce pont formidablement bien. Bonjour. Bonjour. Mais il parle de Derain qui en a fait avec Marquet des très belles versions. Les voici reçus par le chargé des affaires culturelles de la ville de Paris. C'est Jean-Claude, c'est Lambert, c'est M. Mazot. David Mazot. Parce que le toit il est presque 100% plus que le volume de pierre, nous allons avoir un extraordinaire mouvement de la toile par le vent. Par exemple, une des extraordinaires choses du Pont Neuf, c'est un pont de gens. Les gens l'utilisent presque comme une rue. L'impactage du Pont Neuf n'est pas seulement l'œuvre d'art. C'est un dialogue qui sera une chose positive. Le débat a une valeur et un intérêt en soi pratiquement égal à la réalisation proprement dite. Absolument, oui. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement non seulement de créer le débat, et ce qu'une partie importante de la population reconnaît dans une œuvre d'art, et est-ce qu'une partie de la population, à cette occasion, ne va pas être amenée à parler d'art, l'image étant cette personne qui n'a jamais parlé une seule fois, si vous voulez, d'un projet quelconque culturel, et qui là s'est enflammé sans connaissance particulière, enfin a réagi, si vous voulez. Bon, elle va en parler, elle va elle-même y réfléchir, en disant nous sommes heureux que mes œuvres peuvent faire les gens penser. Quel est le système dans lequel je fonctionne, si vous voulez, sur le plan, disons, des décisions? La personne, évidemment, à convaincre est le maire. Mais il faut que les choses, si vous voulez, soient préparées. Je ne voudrais pas, si vous voulez, vous faire rencontrer sans que ça soit gagné, disons, à 90%. I want to get the Louvre underneath. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Montre un peu. Très très bien. Ça va? Ça va? Bien. Ça va bien? Non. Merci d'être venu pour ça. Tout ça, nous avons même préparé les... Très important, voici le père de Jeanne-Claude. Il va faire une allusion, c'est lui qui va les aider à rencontrer Debré, le maire de Paris, etc. Et sa façon de raconter la place de l'art chez Jacques Chirac est une merveille qui justifie ce petit épisode du jour. Drink là, on pourrait parler là un peu, non? C'est la discussion sur l'histoire de la France, si c'est là, des choses, mais c'est pas sur les choses. C'est pas sur l'actualité politique. Non, mais Voilà. Jacques Chirac est un terriblement politicien, ambitieux, à assez courte vue, et sa grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, Jacques Chirac? Pas qu'est-ce qu'on va penser de Christo, qu'est-ce qu'on va penser du Pont Neuf, qu'est-ce qu'on va penser de... écoute bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je ne vais pas avoir une partie de ma clientèle électorale qui va dire il est complètement zinzin, ce type, faire ça, que c'est ça, je ne vote plus pour lui. Voilà. Je voudrais qu'il... Moi, je pense que lui, nous pouvons... par exemple, M. Debré, Coupe de Moreau, ça veut dire les grands importants de la gaulliste parti, qui peuvent faire une pression. Pas une pression, je ne veux pas pression, mais influence. Mais si Debré dit, mais dites-moi, quelle est son position dans Je dis le monsieur parti, seulement. dans le gaulliste parti? Il est le leader de la gaulliste parti? C'est l'ayatollah. Attends. Attends. Il lui demande est-ce qu'il est leader du gaulliste parti. Il a dit Debré, c'est l'ayatollah. Debré, c'est l'ayatollah. Il a un passé formidable qui écrase oui. Et qui pèse énormément en France. Qui pèse à la Chambre et qui pèse partout. Parce que c'est la conscience du gaullisme. Je sais pas si tu vois le mot. C'est la conscience. Et il est infiniment respecté.
Le décideur, c'est Jacques Chirac, il est, lui, nous savons très bien. C'est lui qui est le maire de Paris. Mais d'une part, c'est parce que vous êtes un homme de qui l'opinion compte, en matière culturelle. Et si vous manifestez, disons, un relatif intérêt, un certain intérêt pour ce projet, si vous estimez qu'après tout, cela paie... Peut-être ça va rassurer M. Chirac. Votre analyse est très juste. Et Chirac appréhende l'opinion publique. Je crois que vous avez compris qu'il faut que vous regardiez ce petit film. Conclusion. Le Pont-Neuf a été emballé, et nous avec, de jour comme de nuit, pour un temps éphémère. Si on se promène un peu plus, on voit la puissance de travail de Jeanne-Claude et de Christo, quelle énergie est déployée depuis la pensée initiale dans le rapport au site et dans la façon de jouer avec l'ensemble. Les parasols Japon-États-Unis, 84-91, c'est la durée de réalisation. Nous avons 1340 parasols bleus et 1760 parasols jaunes qui font 9 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous visualisez bien, 9 mètres de diamètre, c'est 3 étages d'un immeuble. Pourquoi? Parce que l'ensemble, le 4 octobre 1991, 1800 ouvriers ouvrent en même temps 3100 parasols qui, beaux symboles, sont d'un côté au Japon et de l'autre côté à Los Angeles. Ils sont fabriqués au Japon, Allemagne, etc. Et l'ensemble fait un lien très puissant. Il faut là que la dimension permette d'occuper l'espace pour que le lien visuel se fasse, le lien symbolique se fasse entre nous. Vous voyez à quel point, non seulement l'énergie est là, mais à quel point l'art de Christo n'est pas que de faire de l'éphémère. Il est dans la maquette qu'on voit devant nous. Il faut qu'elle soit convaincante et en même temps qu'elle soit tout un élément qui va accompagner l'ensemble. Vous connaissez sans doute en 1994 le Reichstag emballé et vous voyez comment ce statut de document, c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, ce qu'on a devant nous est l'œuvre d'art aussi. Et l'élément de document va devenir de plus en plus important à mesure qu'on sort du musée. Le Reichstag emballé, un grand symbole merveilleux, des millions de personnes qui se gravitent autour, des projets ou des réunions continuelles à partir de maquettes, et vous voyez que les maquettes, si le projet ne se réalise pas, elles sont coûteuses, elles sont importantes. Un projet, un dernier aparté, avant-dernier, parce qu'à New York, je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien, 7500 portiques de 5 mètres avec des très beaux dessins, vous voyez comment dessin sur carré, format vertical à la japonaise, matière sur le côté, travail entre le noir et le orange qui font des très très beaux dessins avec le parcours, la carte et elle-même joue de ça. Quand c'est en peinture, c'est un peu moins fort et l'effet visuel marche bien quand on est sur un petit élément. En plus, il a neigé à New York. Mais quand on regarde l'effet, Buren s'est heurté aux portes, il n'a pas réussi non plus. Je pense que autour est tellement puissant que ça écrase et l'effet d'intervention n'a pas fonctionné aussi fortement que prévu. C'est en 2005, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Nous n'avons pas de philosophie de l'art. Qu'est-ce que nous faisons? Nous souhaitons créer des œuvres d'art de joie et de beauté, comme toute véritable œuvre d'art. Celle-ci n'a aucun but, ce n'est pas un message, pas un symbole, ce n'est qu'une œuvre d'art. Et comme tous les vrais artistes, nous créons ces œuvres d'art pour nous. À la fois vrai, c'est à la fois pas tout à fait vrai. Projet, vous voyez, 58 à 2018, cette idée d'empiler des bidons, des barils, qui vient du tout début de sa carrière, initialement dans le désert, pour faire réfléchir à cette place du pétrole, qui prouve que l'art de Christo et Jeanne-Claude n'est pas si innocent que ça, dans la façon de faire bouger le politique, de faire bouger l'espace public, et dans la façon, par les symboles, il ne réalisera pas dans le désert, parce que le poids est invraisemblablement important. Le mastaba, c'est la forme, fabriquée à partir de barils superposés. Il en fera une toute petite version à Saint-Paul-de-Vence, une autre en Angleterre. Celle-ci a été très impressionnante en 2016, puisqu'il s'agit, encore une fois techniquement, de faire marcher sur l'eau pour rejoindre 2 îles en Italie, des morceaux de polystyrène refabriqués, construits, qui permet de fabriquer un sol qui flotte, qui sont arrimés avec tout un système très complexe et qui fait que quand vous marchez dessus, ça bouge un peu, ça flotte, mais qu'il peut y avoir dessus des milliers de personnes. Et point commun avec le minimalisme, avec Buren, la géométrie me semble très importante pour qu'on voit davantage l'intervention sur site.
Ma conclusion, elle est simple. Vous saviez sans doute que lors de cette exposition, il devait emballer en 2020 l'Arc de Triomphe. Quand il était dans sa chambre de bonne, il voyait l'Arc de Triomphe. Et vous savez peut-être que ce n'est que partie remise. Il va être emballé en octobre 21. À demain pour une autre sortie dans la nature.